Bonsoir. C'est quoi le Canada au juste? Un État-nation? Une confédération? Un pays multiculturel ou biculturel? En tout cas, c'est un État qui résulte des rapports de force entre Français, Britanniques, Américains, Inuits et Indiens. Voici une carte de l'Amérique du Nord. Ce qui deviendra le Canada est une terre à l'origine peuplée par les Inuits qui vivent dans le Grand Nord arctique, puis par les tribus indiennes, les Cris, les Montagnais, les Micmacs notamment. Les découvertes de Christophe Colomb conduisent monarques et navigateurs européens à explorer ce qu'on va très vite nommer le Nouveau Monde pour y chercher l'or, l'argent et un passage maritime vers l'Asie. Et côté français, c'est un navigateur de Saint-Malo, Jacques Cartier, qui en 1534 est chargé par François Ier d'une exploration vers ces terres inconnues. Une première expédition conduit Cartier jusqu'à la baie de Gaspé et une deuxième lui permet de remonter l'estuaire du Saint-Laurent, au long duquel il trouve des kanatas, c'est-à-dire des villages, des camps en langue iroquoise. C'est sur la large boucle du fleuve que sera fondée, plus tard, par le Français Samuel de Champlain, la ville de Québec en 1608. Des colons français s'établissent ensuite le long du fleuve. De longues bandes de terre perpendiculaires leur sont concédées pour l'agriculture. Plus en amont du fleuve est fondé sur une colline en 1642 un mont royal qui deviendra Montréal. Et de là, des Français s'enfoncent plus à l'intérieur des terres comme trappeurs pour la traite des fourrures qui, à l'époque, rapporte beaucoup d'argent. Ce qui fait qu'au milieu du XVIIe siècle, on a donc un territoire français immense qui s'étend du Saint-Laurent jusqu'à la vallée du Mississippi, incluant les Grands Lacs. C'est ce qu'on appelle la Nouvelle-France. Et c'est un territoire qui gagne encore en taille avec la prise de possession par un troisième Français, Cavelier de la Salle, d'une terre qu'il nomme Louisiane, du nom d'un certain Louis XIV. En face, côté anglais, les Britanniques sont présents par leurs colonies sur la côte est et dans la baie d'Hudson, où ils cherchent à détenir seuls le commerce des fourrures. Alors pourquoi est-ce que je dis en face? Parce qu'en Europe, les rivalités entre Français et Anglais sont constantes, et les défaites militaires françaises sur le sol européen vont obliger la France à céder ses territoires de l'Amérique du Nord. En 1713, l'Acadie, la baie d'Hudson et Terre-Neuve sont attribués aux Anglais lors du traité d'Utrecht. La France perd aussi la vallée du Saint-Laurent après la défaite de la bataille des Plaines d'Abraham en 1759 devant la ville de Québec, et celle-ci devient, avec l'ensemble du Canada, une province britannique lors du traité de Paris de 1763, après la guerre de 7 ans. Alors pourquoi vous raconter tout cela avec tant de précision? Parce que ce traité de Paris de 1763 marque un tournant dans l'histoire du Canada. Voilà donc une colonie peuplée de francophones et de catholiques qui passe, en cette fin du XVIIIe siècle, sous souveraineté britannique, dont les citoyens sont protestants et anglophones. Londres conserve la loi civile française et tolère la religion catholique au Canada. En 1791, le territoire est divisé entre un Bas-Canada, majoritairement francophone et catholique, et un Haut-Canada, anglophone et protestant. Premier défi, donc, faire coexister anglophones et francophones dans un même État. L'autre défi, c'est ce jeune État américain qui manifeste une nette volonté expansionniste vers l'ouest et vers le nord. Alors suivons sur la carte. La fixation de la frontière entre les jeunes États-Unis d'Amérique et la colonie anglaise de l'Amérique du Nord va prendre plusieurs décennies. De l'Atlantique au Grand Lac, la ligne de séparation se stabilise en 1813. Plus à l'ouest, un compromis est trouvé en 1818 entre Américains qui voudraient contrôler les plaines du Canada et la Compagnie de la baie d'Hudson, anglaise, qui a les mêmes ambitions pour des raisons économiques. La frontière entre les Grands Lacs et les montagnes rocheuses est fixée sur le 49e parallèle en 1842. Le territoire de l'Oregon est au cœur de la rivalité entre l'Angleterre, qui défend l'intérêt de ses marchands de fourrure, et les États-Unis, qui cherchent à étendre leur front pionnier vers le nord jusqu'au 54e parallèle.
La ligne de frontière sera fixée en 1846 entre les deux États, puis prolongée le long du 49e parallèle jusqu'à l'océan Pacifique. Le tracé final s'étend d'est en ouest sur quelques 6000 km et ne sera pas remis en cause au XXe siècle. Alors pour contrer l'influence américaine grandissante, Londres instaure en 1867 une confédération canadienne qui s'organise autour de 4 provinces: le Québec, l'Ontario, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse, avec un gouvernement fédéral à Ottawa. L'idée de la Confédération, c'est de fournir un équilibre entre les provinces, dotées chacune d'un parlement et d'un gouvernement, et un pouvoir fédéral qui demeure compétent pour les questions d'économie, de monnaie et de défense. En fait, le système américain de fédération n'a pas été retenu, car il a été jugé insuffisamment centralisateur, puisqu'il n'a pas pu empêcher la guerre de sécession aux États-Unis. En 1870, le Manitoba rejoint la Confédération, suivi en 1871 par la Colombie-Britannique, puis par l'île du Prince-Édouard en 1873. Il y a un autre facteur d'intégration des provinces, il n'est pas institutionnel, il est technique. C'est la construction d'un chemin de fer transcontinental. Il atteint Vancouver en 1896, Winnipeg est relié à Edmonton via Saskatoon. Le train devient un axe du développement économique du pays, il permet d'acheminer vers l'Est le blé, qui devient la principale source d'exportation du Canada. En 1905, le Saskatchewan et l'Alberta entrent dans la Confédération. Et en 1912, le Manitoba, l'Ontario et le Québec étendent leur territoire vers le nord. Le Canada devient indépendant du Royaume-Uni par le traité de Westminster en 1931, mais le chef de l'État canadien reste le souverain britannique. Terre-Neuve est la dernière province à rejoindre la Confédération en 1949 et le pays a presque alors sa configuration actuelle. Mais créer un État fonctionnel ne veut pas dire que l'on aboutit à une nation homogène. Et de fait, même au XXe siècle, les tensions restent vives. Dans les années 1970, je vous rappelle que les tribus amérindiennes exigent alors le respect de leur identité et la reconnaissance de leurs droits sur les territoires miniers. Plus pacifiquement, les Inuits obtiennent au nord la création de leur province avec la formation du Nunavut en 1999. Et puis il y a bien sûr la question francophone. Minoritaires à l'échelle du Canada, les francophones sont majoritaires au Québec. Et là se développe un sentiment presque national dans les années 1960 avec la Révolution tranquille. Elle conduit à l'émergence d'une élite francophone dans les domaines économiques, politiques, culturels, et deux visions alors s'affrontent. Soit la volonté de faire du Québec un État souverain, avec la création du Parti québécois en 1968 et la tenue de référendums d'autodétermination en 1980 et en 1995. On se souvient du refus opposé à l'indépendance en 1995, mais c'était de justesse. Il y a aussi une autre vision, tout aussi importante. Il y a 500 000 francophones en Ontario, 250 000 au Nouveau-Brunswick, soit 30% de la population, donc il faut défendre la culture francophone à l'échelle de tout le pays. C'est la vision d'un Canada bilingue, biculturel, développé dans les années 70 pour contrecarrer à la fois le mouvement indépendantiste québécois et l'influence des États-Unis. Aujourd'hui, le PIB du Québec est égal à celui du Danemark, mais il réalise 80% de son commerce avec les États-Unis. Et avec l'entrée en vigueur de l'ALENA en 1994, les provinces canadiennes échangent davantage avec les États-Unis voisins qu'avec le reste du Canada, ce qui réduit de facto leur dépendance vis-à-vis de la capitale fédérale, Ottawa. 70% des 32 millions d'habitants que compte le Canada habitent à moins de 150 km de la frontière avec les États-Unis. Alors que peut-on retenir de tout cela ? Cette question du rapport entre provinces et gouvernement fédéral est essentielle au Canada. Les provinces les plus attachées à rester dans la Confédération sont l'Ontario, qui est le cœur démographique et financier du pays, ainsi que les provinces maritimes, qui bénéficient grandement de ce qu'on appelle la péréquation. Mais les provinces les moins attachées sont Québec, qui a développé une politique étrangère qui lui est propre, qui dispose de son propre siège,
à l'Organisation internationale de la francophonie, à l'UNESCO aussi, où il défend avec force la notion de diversité culturelle. Mais il y a aussi la province de l'Alberta, mais là c'est pour des raisons fiscales. L'Alberta contribue pour une partie croissante au PIB canadien grâce à ses ressources en sable bitumineux. Eh bien, je vous parlerai de cela tout à fait en détail lors d'un prochain Dessous des cartes. Vous pouvez découvrir l'origine du nom de l'Amérique en lisant le livre d'Albert Roncin à la nuée bleue avec 25 cartes anciennes et les récits des voyages d'Americo Vespucci. Et puis Larousse vient de republier l'excellent atlas historique de Georges Duby.